Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce, et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau. Cette semaine, il fera pas chaud, c'est le cas de le dire. On va parler de l'hiver québécois. Donc, notre chevreuil, de quelle manière il réagit, comment il s'adapte aux intempéries. Un peu plus tard, on va aller fabriquer des brimbales pour la pêche sur glace. Et on termine avec l'orignal. L'orignal est la fameuse tique qui le stresse. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est de ça, comment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Malgré son extrême facilité à s'adapter aux conditions, le chevreuil en hiver, c'est pas facile pour lui. Vous savez qu'on peut atteindre jusqu'à 30 % de mortalité si on a un hiver qui est fort, qui est froid, avec beaucoup de neige. C'est quand même pas rien. Et vous avez sûrement tous déjà entendu parler d'un ravage. C'est quoi un ravage? Pourquoi il se rassemble à des endroits bien spécifiques? On va aller tout chercher ces informations-là dès maintenant. Pour la gestion du cerf, on insiste sur l'importance de la rigueur de l'hiver parce que c'est ce qui fait fluctuer en grande partie les populations de cerfs au Québec. Là. Mais étant donné qu'ils sont très adaptables, un hiver où est-ce qu'on va peut-être avoir 30 % de mortalité à cause des conditions rigoureuses, bien, ça veut prendre 1 ou 2 ans avant de se rétablir. Là. Le cerf, il accumule des réserves pendant l'été jusqu'à l'automne. Il peut accumuler 30 % de réserves corporelles là, juste pour passer l'hiver. Puis, il les utilise pendant l'hiver parce que ce qu'il mange, c'est vraiment ligneux. C'est pas quelque chose qui va lui faire prendre du poids, disons. Là. Ça lui permet de se maintenir. Puis, c'est vraiment ses réserves que si l'hiver est difficile, il va être capable de se rendre au printemps puis être encore en bonnes conditions à la fin de l'hiver. Le cerf est une hauteur de patte à peu près 50 cm. Fait qu'avec la neige qu'on peut avoir ici au Québec, quand le cerf enfonce là, à partir de 40-50 cm, pour lui, c'est difficile de se déplacer, ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand ces conditions de neige-là sont réunies, les cerfs vont se rassembler dans ce qu'on appelle des ravages. Là. Ils vont être en groupe dans des milieux qui sont plus résineux, entre autres, là, pour couper un peu les chutes de neige. Il va y avoir moins de neige au sol, puis ça va couper aussi le vent, ça va être un peu moins froid. Puis ils vont choisir ces habitats-là aussi, pas seulement à cause des résineux, mais il faut qu'il y ait des feuillus un peu, ou en tout cas de la nourriture, des ramilles là, qui sont intéressantes à brouter. Puis ça, c'est très important. En hiver, il va vraiment maximiser les comportements pour perdre le moins d'énergie possible. Fait que les journées où il fait très, très froid, là, où normalement, s'il n'avait pas fait froid, il serait parti s'alimenter, ça se peut qu'il reste couché toute la journée à pas s'alimenter. Il va attendre des conditions plus propices parce que là, il va perdre trop d'énergie par rapport à ce qu'il est capable d'aller chercher là, en allant s'alimenter. Puis il y a une fourrure vraiment bien adaptée. Là. Il y a un poil de bourre qu'on appelle, un peu comme les chats ou les chiens. C'est le poil qui est très épais, très dense, proche du corps. Là. Puis il y a des poils de garde qui sont des grands poils par-dessus, qui sont vides, qui sont creux. Il y a de l'air dedans. Puis ça augmente l'isolation. Pour un amateur de pêche, vous devez peut-être savoir que ça sert à faire des mouches, entre autres. Parler, oui. Ouais.
En hiver, la pêche sur glace gagne en popularité. Moi, le premier, j'adore vraiment ça. Il existe plusieurs types de cannes à pêche, de produits pour aller pêcher sur la glace. Ensemble, on va aller découvrir comment sont fabriqués les brimbales en direct dans l'atelier. C'est pas ma job principale, je fais ça vraiment par passion. D'origine, je suis machiniste de métier. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, on fait une excursion, il y a de quoi qui ne marche pas, mais je reviens ici le soir, je vais tout modifier mes affaires pour que ça aille bien le lendemain. Les brimbales, oh, ça fait une vingtaine d'années. Ça part de où à la base, l'idée de fabriquer des brimbales comme ça? C'est à l'époque avec le copain de ma sœur qui m'a initié à la pêche blanche. Okay. On a parti avec les lignes traditionnelles qu'on avait à l'époque. Parce qu'on on tournait le fil autour du bâton, puis vu qu'on pêchait souvent en profond d'eau, puis on s'est gelé les doigts, puis on n'aimait pas ça, puis j'ai changé, puis j'ai refait un autre modèle là, avec un moulinet. Lui, on était capable de rouler le fil, puis ça allait plus vite. On pêchait dans plusieurs profondeurs d'eau, mettons 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds. Quand on change de place, c'était plus rapide à ramener, puis c'était plus facile à ranger. De fil en aiguille, j'ai du monde qui voyait ça quand j'allais à la pêche, puis ils m'y achetaient direct là. Je revenais à la maison, je me refaisais un autre set. Et je repartais à la pêche, une fois 2 semaines, 3 semaines après, encore la même chose. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça partit. J'en ai plusieurs. On part toujours de la ligne traditionnelle qui est à balancier. Ça, c'est un indémodable, toujours apprécié pareil. Tu as la selle à moulinet, encore la traditionnelle, mais avec le moulinet. Plus pratique à mon avis, mais ça dépend des budgets. Ensuite, plus sophistiqué, tu vas avoir la sentinelle. Elle, tu l'installes. Tu la laisses travailler, et quand que le poisson part, le drapeau lève, et le poisson va toujours s'en aller, il est complètement libre. Et ensuite, on a un autre modèle ici, quand le drapeau il est plus haut, quand tu veux te mettre plus loin, mettons. Ensuite, tu as l'éolienne, ça servait du vent, faire jiguer, super intéressant. Faire dandiner, donner juste un petit mouvement, vu qu'on pêche aujourd'hui avec les ménémores, fait que c'est un très bon avantage. Toutes les lignes à pêche que je fabrique, moi, je pars du bois brut, bois frais. Ensuite, j'ai des bites en longueur. J'ai déjà une longueur prédéterminée pour me planer. Les produits sont quand même recherchés, sont aimés. J'ai des bons commentaires du monde. Et je suis référé souvent par d'autres. Ça fait le tour de la province, c'est vraiment touchant. Hein. Je pensais pas me rendre là. C'est de fil en aiguille, ça s'est rendu là. J'adore ce que je fais. J'adore les bénisteries, j'adore taponner. Et bricoler, j'adore ça. Je vais vous parler d'un phénomène qui est de plus en plus présent chez l'Orignal. Ça a commencé plus dans le sud, puis ça s'en vient tranquillement vers le nord du Québec, la fameuse tique d'hiver. La fameuse tique, qu'est-ce que ça fait? On a tous vu des photos d'orignaux qui sont malheureusement maltraités par la tique. Qu'est-ce que ça fait vraiment? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychologique? Je sais qu'au ministère, on a fait plusieurs tests et on fait des suivis actuellement pour mieux comprendre et aider nos orignaux. On s'en va voir ça dès maintenant. Mais tu sais, globalement, je pense qu'on peut dire qu'on a vécu une période d'abondance. Il y a eu, avec les premiers plans de gestion de l'Orignal,
La gestion de la ressource a été super bien réalisée, puis on a eu une explosion de population. Mais disons que là, présentement, on peut penser qu'on a atteint une espèce de maximum, puis on est peut-être un petit peu là, dans une période de déclin, surtout dans le sud de la province. Puis les facteurs qui peuvent expliquer ça, on ne les connaît pas très bien, mais notamment on peut penser peut-être à la tique d'hiver. La tique d'hiver de l'Orignal est présente depuis très longtemps au Québec. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je me souviens d'un projet qu'on faisait dans les années 90 où on manipulait des orignaux, puis on trouvait des tiques sur ces animaux-là. Il n'était pas... on voyait rarement de grandes infestations, mais il y avait des tiques. Puis quand on regarde la littérature, on se rend compte qu'il y a eu des épisodes où il y a eu des grandes mortalités d'orignaux reliées à la tique d'hiver de l'Orignal dans les années, dans les débuts, disons au milieu des années 1900. Fait que c'est pas un phénomène qui est exclusivement présent au Québec depuis 10-15 ans. Par contre, la tique d'hiver de l'Orignal est un parasite qui est étroitement lié au climat, aux conditions météorologiques, sa survie, puis sa possibilité de s'expansionner dans l'environnement est hautement dépendante des conditions climatiques. Et puis, les changements climatiques, justement, augmentent la fréquence des conditions propices à son développement. Donc, on pense, puis on a des indices qui nous portent à croire que le parasite est de plus en plus fréquemment observé. Et surtout, on pense que peut-être que les conditions qui vont être favorables à une infestation majeure, donc une infestation qui pourrait avoir un impact sur la santé des orignaux, va augmenter au cours des prochaines décennies. À l'automne, les larves de tiques vont monter sur la végétation haute, là, à peu près à la hauteur du garrot d'un orignal ou à peu près à la hauteur de 1 mètre. Puis l'orignal, lui, quand il passe dans cette végétation-là, bien, les tiques s'accrochent sur lui, sur son pelage. Puis là, ces tiques-là vont migrer sur son pelage, ils vont s'installer sur sa peau, ils sont à l'état de larve à ce moment-là. Et puis là, ils vont avoir des repas de sang pour changer, pour évoluer dans leur stade de vie. Donc, la larve va piquer l'orignal, va avoir un premier repas de sang, va se transformer en nymphe. La nymphe, après ça, il va y avoir quelques semaines qui vont s'écouler. La nymphe va avoir un autre repas de sang, puis elle va se transformer en tique adulte. Et puis là, il va y avoir un autre repas de sang plus tard dans l'hiver, où la tique adulte, les femelles, en fait, c'est vraiment spécifique aux femelles, les femelles vont avoir un gros repas de sang, puis là, c'est rendu gros. Là. Ça fait la grosseur de l'extrémité du pouce. À la fin du printemps, elles vont tomber au sol, elles vont se décrocher de l'orignal, et puis elles vont pondre leurs œufs dans la litière. Et puis là, les œufs vont devenir des larves. Les larves vont tenter de survivre à l'été, puis recommencer leur cycle l'automne suivant, remonter sur la végétation, puis c'est comme ça que ça... Alors, pourquoi les changements climatiques ont un rôle à jouer là-dedans? C'est que la survie des larves est hautement dépendante des conditions d'enneigement et d'humidité, disons, au printemps, quand elles se décrochent de l'orignal. Si elles tombent sur de la neige, un couvert neigeux à 100 %, les chances de survie ne sont pas très élevées. Par contre, s'ils tombent sur un sol nu, et puis un sol pas trop sec, où il y a encore un petit peu d'humidité, puis s'il y a un bon taux d'humidité durant l'été, bien là, c'est des conditions propices pour qu'elles puissent survivre, se développer jusqu'à l'automne suivant, puis infester l'orignal. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'avec les changements climatiques, les conditions à l'automne aussi propices pour que les larves de tiques puissent coloniser les orignaux, et sont probablement plus longues. La neige arrive plus tard. La neige, en fait, quand il neige, ça fait mourir la végétation sur laquelle les larves s'installent pour attraper un orignal au passage. Fait que si cette végétation-là tombe à terre, il n'y a plus vraiment de colonisation possible. Les orignaux les plus infestés peuvent avoir 80 000 tiques sur eux. Fait que ça fait une ponction de sang qui peut causer de l'anémie. Donc là, l'anémie, c'est sûr que ça a un paquet de conséquences physiologiques sur l'animal, ça détériore son état de santé. Mais je dirais pire que ça, c'est tout le dérangement que ça va causer à l'animal.
Un animal qui se fait parasiter va ressentir de l'irritation, il va être embarrassé par les tiques, il va essayer de s'en débarrasser. Donc là, ça va devenir pour lui une source de stress presque permanente. Donc, il va réduire sa prise alimentaire, il va arrêter de se nourrir, il va passer son temps à se gratter, se frotter sur les arbres pour se débarrasser des tiques. Les impacts les plus flagrants, les plus importants se produisent à la fin de l'hiver, à un moment de l'année où il y a encore des températures assez froides. Donc, imaginez, l'orignal arrache son pelage et se retrouve avec des surfaces de peau complètement exposées au froid, aux conditions environnementales. Fait que là, il y a une autre perte d'énergie qui se fait à ce moment-là au niveau de la peau. On pense, en tout cas, c'est pas démontré, là, mais on pense qu'il va être c'est un animal qui va être plus susceptible à être mangé, à être prédaté par un loup, par exemple. Puis il y a des études aussi dans le sud, chez nos voisins du sud, notamment au Maine et au New Hampshire, qui ont démontré que la mortalité chez les veaux orignaux, les mortalités attribuables à la tique d'hiver de l'orignal, pouvaient être assez importantes, là. Donc, on a voulu vérifier si on avait le même portrait ici au Québec. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on doit capturer les veaux orignaux, puis les munir d'un collier comme celui-là, un collier de télémétrie. Quand l'animal va mourir, bien, à ce moment-là, le collier va cesser de bouger, puis nous, on va être informés de ça dans nos bureaux. On reçoit régulièrement les localisations émises par le collier. Donc là, évidemment, quand il meurt, bien, nous, à ce moment-là, on doit aller sur le site le plus rapidement possible pour évaluer la cause de mortalité. Ce qu'on a observé au cours des dernières années, c'est que c'est quand même relativement fréquent d'observer un jeune veau mort par, nous, ce qu'on appelle d'inanition. Donc, c'est un veau qui avait une charge de tique et puis il n'est pas mort prédaté par un loup, il ne s'est pas fait frapper sur la route. Donc, il est vraiment mort d'épuisement, en fait. Je regarde ça, là. Puis nous autres, on est bien, hein? Il fait froid dehors, on va se mettre un manteau, on monte la température dans la maison. Nos animaux, c'est tout un autre défi. Je veux vous dire un gros merci d'avoir été là cette semaine et on se revoit la semaine prochaine.